Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un exemple d'utilisation des enzymes de restriction dans le cadre de la réalisation d'une banque d'ADN génomique. Donc on peut utiliser une enzyme de restriction donnée, par exemple l'EcoR1, pour découper un génome après extraction d'ADN. La digestion par EcoR1 va donner des fragments d'ADN avec les bouts collants spécifiques d'EcoR1 qu'on va souhaiter intégrer un plasmide qui possède un unique site de restriction EcoR1. On fait une digestion du plasmide, parallèle à cette digestion du génome, et puis ensuite une recombinaison avec une ADN ligase qui va coller les fragments du génome dans les plasmides. Donc on va obtenir un ADN recombinant. Le problème, c'est qu'on obtient aussi des fragments du génome soudés entre eux, des plasmides soudés par deux, ou des plasmides qui se sont ressoudés sans rien intégrer. Donc il faut distinguer entre ces différents ADN. Pour la réalisation de la banque d'ADN génomique, il nous faut uniquement ce type d'ADN recombinant. Donc on réalise des criblages pour distinguer entre ces différents types d'ADN. Donc l'étape suivante, c'est la transformation bactérienne. Il faut intégrer l'ADN recombiné dans des bactéries pour le criblage, mais aussi pour le clonage des fragments d'ADN génomique. Donc on réalise une transformation bactérienne. On peut réaliser par exemple un choc thermique à température élevée, 42 degrés par exemple. La bactérie met en œuvre un mécanisme biologique qui conduit à l'intégration d'ADN du milieu. On peut aussi utiliser une électroporation, un courant électrique fort qui perméabilise la paroi bactérienne, facilite la pénétration des ADN dans les bactéries. Donc on réalise une transformation bactérienne, on cultive ensuite ces bactéries sur un milieu avec un antibiotique donné. Le plasmide contient un gène de résistance à cet antibiotique. Donc ça, c'est le premier criblage. Ça permet de sélectionner uniquement les clones bactériens qui contiennent un plasmide. Enfin, le plasmide de départ. Le deuxième criblage fait intervenir le gène LACZ, donc qui code la bêta-galactosidase, qui catalyse l'hydrolyse du lactose en galactose et glucose. Donc ici, on utilise un autre substrat que le lactose, le X-gal, qui, lorsqu'il est hydrolysé, génère un produit coloré en bleu. Donc les clones bactériens qui possèdent un gène LACZ fonctionnel apparaissent bleus après traitement avec le X-gal. Donc ce qui permet de repérer les clones bactériens qui vont intégrer un plasmide qui s'est refermé sur lui-même, ou deux plasmides liés l'un à un autre qui possèdent du coup deux gènes LACZ fonctionnels, deux ou trois plasmides liés les uns aux autres. On va les distinguer des clones bactériens qui ont intégré un fragment d'ADN génomique, un ou plusieurs fragments d'ADN génomique, au niveau du site LACZ du plasmide, parce que ceux-ci auront un gène LACZ qui n'est pas fonctionnel, donc les clones vont apparaître blancs lors de ce criblage. Ces clones, on les repique sur de nouvelles boîtes de pétri, et on a ainsi une banque d'ADN génomique, donc avec dans chaque clone des milliards de bactéries, dans chacune des bactéries des dizaines d'exemplaires du plasmide qui auraient été répliqués. Donc on a un clone du fragment d'ADN génomique intégré dans le plasmide, dont on a des milliards de copies à l'intérieur de ce clone bactérien. Donc l'ensemble des clones bactériens constitue un ensemble de clones d'ADN génomique que l'on va pouvoir ensuite étudier éventuellement en utilisant des sondes marquées, des sondes ADN spécifiques marquées pour rechercher des séquences ADN particulières dans cette banque d'ADN génomique. On peut aussi réaliser une banque d'ADN complémentaire. Au préalable, il faut obtenir cet ADN complémentaire. Donc on l'obtient à partir des ARN messagers d'une ou plusieurs cellules, d'un type de cellule, de plusieurs types de cellules, selon ce que l'on désire. Donc le résultat de l'expression de l'information génétique dans une ou plusieurs cellules. On utilise une reverse transcriptase, présente naturellement chez les rétrovirus comme le VIH, ou qui permettent la réplication des rétrotransposons. Là, bon, ça se fait en plusieurs étapes. Cette reverse transcriptase, c'est une ADN polymérase ARN dépendante qui va fabriquer l'ADN complémentaire de l'ARN messager. Et ensuite, il y a fabrication du deuxième brin
Donc on obtient un ADN complémentaire double bras. Cet ADN complémentaire double bras représente uniquement la fraction codante du génome, et uniquement les exons dans le cas de génome eucaryote. Donc ça permet d'obtenir une banque d'ADN où on étudie uniquement la fraction codante du génome. Ça permet aussi d'exprimer les gènes eucaryotes dans les bactéries, puisqu'il n'y a pas d'intron, et de screener par rapport aux propriétés de la protéine. Donc on va utiliser un test spécifique d'une protéine donnée, un anticorps, test enzymatique, pour repérer le clone bactérien qui aura intégré le gène que l'on souhaite, par exemple, séquencer pour une étude plus approfondie. Donc on utilise aussi ces ADN complémentaires de manière générale pour remplacer entre guillemets les ARN messagers, parce qu'on a une molécule plus stable que l'ARN messager qui est très fragile. Éventuellement on va réaliser par exemple des sondes avec des ADN complémentaires pour faire de l'hybridation in situ, repérer des cellules en microscopie à fluorescence ou en microscopie confocale où un gène particulier s'exprime. On peut aussi réaliser à partir de ces ADN complémentaires une reverse transcriptase PCR, les amplifier, et ainsi, par exemple, mesurer la quantité d'ARN messager d'un gène donné dans une cellule, donc estimer le contrôle transcriptionnel de l'expression de l'information génétique. Donc c'est un outil, ensuite, cet ADN complémentaire qui est utilisé dans différents autres cadres.